pendant 7 heures et je vous libérerai à midi, c'est d'aller explorer les mondes du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, de voir comment ils s'articulent entre eux, de voir comment ils fonctionnent au niveau physiologique et de partager un certain nombre d'astuces et de techniques pour apprendre à les gérer. Sur ce niveau-là, on a préféré vous présenter pas mal d'astuces et de techniques de manière assez superficielle pour vous laisser le temps ensuite et le loisir en fonction de ce qui vous touchera plus d'aller creuser avec des professionnels, par exemple de sophrologie ou autre, on en parlera tout à l'heure. Alors, par rapport aux slides, donc voilà, comprendre ce qu'ils sont, comment ils fonctionnent sur le plan physiologique et les astuces. Nous allons commencer par le stress. Le stress est un petit peu la base des trois, sachant que les trois ont leur spécificité. Déjà, le stress, quand on parle de physique, SVT, chimie, etc., le stress, c'est la force qui est appliquée sur un corps. Donc, par exemple, si vous pliez un élément en métal, on va dire que c'est la force, le stress qui finit par le faire casser. C'est même assez évocateur par rapport à ce qu'on met nous derrière. Le stress, on va souvent parler de stress de situation. Vous verrez qu'il y a une temporalité dans le stress, l'angoisse et l'anxiété. Et quand on parle de stress, on est plutôt sur une temporalité au présent. Le stress, il faut d'abord comprendre que c'est quelque chose de naturel. C'est une réaction de notre corps qui est vraiment très naturelle. Ça devient problématique au bout d'un moment, mais c'est notre corps qui déclenche cette réaction face à un état de perturbation. Et je vais le répéter plusieurs fois que c'est naturel parce que le stress, on en a un peu peur, comme l'angoisse et l'anxiété, mais au final, c'est vraiment une réaction d'alarme et une réaction saine de notre corps, au moins au début. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que le corps déclenchait cet état, ces différentes hormones, etc., quand il était en perturbation. Il y a 4 éléments qui viennent perturber notre corps et qui viennent déclencher ce stress. Alors, ça se produit quand nous sommes face à quelque chose de nouveau. Alors, nouveau, ça peut être un nouveau logiciel dans votre entreprise, ça peut être la naissance d'un premier enfant, ça peut être la préparation d'un grand voyage, d'un premier voyage. Voilà, quelque chose qui est nouveau, ça déclenche une réaction de stress. Ensuite, on a quelque chose d'inattendu. L'inattendu, c'est un verre qui va tomber. Qu'est-ce que c'est l'inattendu? Un bruit soudain et intense. Ça peut être un accident, ça peut être je glisse sur le trottoir. Voilà, quelque chose d'inattendu va déclencher une réaction de stress. Nous avons ensuite une réaction de stress quand on a le sentiment de ne plus avoir le contrôle d'une situation. On se retrouve coincé dans un embouteillage alors qu'on a un rendez-vous très important. Il y a une grève des transports, il y a une pénurie d'essence, il y a ce qu'on veut. Mais quand on perd le contrôle, en général, ça provoque une situation de le corps déclenche une réaction de stress. Et le dernier, c'est quand notre ego est menacé. Ça veut dire quoi? Quand on doute de nos capacités ou quand quelqu'un nous en fait douter. Quand on a un examen important ou une compétition sportive, hein, voilà, à partir du moment où on peut mettre en doute nos capacités, quand notre ego est menacé, plomb, déclenchement du stress. Et le processus, il s'enclenche si un seul critère est rempli. On n'a absolument pas besoin des 4. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est naturel et qu'on baigne dedans en permanence. Parce que la nouveauté, l'inattendu, le manque de contrôle et l'ego menacé, malheureusement, ça fait un petit peu partie de notre quotidien. Qu'est-ce qui se passe? Donc, le corps déclenche, on le verra dans la deuxième partie, un certain nombre d'hormones, de sécrétions, etc., pour nous préparer à réagir. Le problème, c'est que notre corps, aussi fabuleux soit-il, il a quand même ses limites. Et il va déclencher la même réaction de stress si un grizzly vient à notre rencontre en courant ou si on se retrouve coincé dans un embouteillage. Voilà. Donc après, c'est à nous de faire comprendre à notre corps que oui, d'un côté, il y a un danger, continue le stress et déclenche d'autres choses pour que je puisse partir en courant. Et l'embouteillage, c'est non, détends-toi mon corps, je sais ce qui se passe, il n'y a pas de danger immédiat, laisse-moi tranquille. Voilà l'idée. Donc, face à un de ces 4 stimulus, le corps il se met en état d'hypervigilance. On le verra plus en détail après. Qu'est-ce que c'est cet état d'hypervigilance? Notre mémoire et notre réflexion s'améliorent.
nos pupilles, elles se dilatent et nos muscles, ils se tendent. Voilà, ça, c'est la réaction de base du stress. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que il y a encore quelques années, c'était bon, c'est régulier, mais c'était ponctuel. À notre époque, dans notre société, ça devient de plus en plus présent, ça devient de plus en plus quotidien, voire plusieurs fois par jour. Et c'est ça qui peut devenir gênant à force. Donc, c'est que ça dure sur une longue période. Là, on a vu le stress. On va passer, je ne vais pas m'étendre plus. On est impeccable dans le timing. On va passer sur l'anxiété. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une histoire de temporalité. Le stress, on le voit plutôt au présent. L'anxiété, on le voit, il y a plutôt une temporalité au futur. L'anxiété, ça va être l'anticipation d'une menace imaginaire ou réelle future. Donc, c'est pareil. L'anxiété, c'est souvent bénin, c'est assez courant. On le vit tous. Ça se dissipe en général rapidement. Donc, là, c'est OK, pas de problème. C'est pas non plus forcément négatif parce que ça nous met aussi un déclenchement de certaines hormones qui peuvent nous permettre d'améliorer notre état de vigilance, notre tension musculaire, etc., notre performance. Donc, c'est plutôt, ça peut être plutôt porteur au départ. La spécificité de l'anxiété, c'est qu'elle est souvent accompagnée d'un sentiment désagréable d'appréhension. Il y a une espèce de peur diffuse, il y a une espèce de sentiment d'insécurité permanent. Vous voyez, il y a ça dans l'anxiété et ça reste. Et c'est vraiment diffus. On a même, quand on rentre dans l'anxiété, on a même du mal à expliquer les raisons. Tellement c'est. Alors, je ne vais pas dire que ça manque de cohérence parce que ce n'est pas le cas, mais autant le stress, on arrive bien à l'identifier, autant l'anxiété, c'est une peur liée au futur et ça devient quelque chose qui infuse en nous, qui reste. Et c'est ça qui n'est pas agréable en fait. Voilà. Donc, bon, je vais me répéter, donc je vais avancer. L'anxiété, c'est donc aussi quelque chose de naturel qui devient problématique lorsque la peur est exagérée par rapport au réel, par rapport au danger réel. Si les inquiétudes sont irréalistes ou excessives, ça va entraîner un niveau de stress et de déstress important et ça, c'est beaucoup moins agréable. Pour vous l'expliquer, il y a plusieurs phases à chaque fois, comme dans le stress. Donc, par exemple, l'anxiété, on va dire que quelqu'un a peur d'une abeille. OK, j'ai peur d'une abeille, c'est un fait, c'est un constat, pas de souci. Là où on rentre dans le phénomène de l'anxiété, premier niveau, c'est que j'ai peur d'avoir peur. En gros, ça fait, si je vois une abeille, je pourrais avoir tellement peur, je pourrais me faire une crise de panique, je pourrais perdre le contrôle, je pourrais même avoir une crise cardiaque. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième niveau, c'est peur d'avoir peur. Là, on rentre dans l'anxiété. Il y a un troisième niveau. Peur, mais c'est pas si compliqué que ça. Par exemple, ah tiens, j'ai prévu un week-end camping dans 2 semaines. Sauf que quand j'y pense, eh ben, ça me rend malheureux parce que je me dis que je pourrais avoir une abeille, je pourrais avoir une crise cardiaque, je pourrais perdre le contrôle. Eh ben, du coup, je vais peut-être annuler mon voyage au week-end. Voilà, donc ça, c'est la troisième phase. J'ai peur d'avoir peur d'avoir peur. Ça fonctionne comme ça, l'anxiété. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est diffus, que ça peut rayonner sur tous les domaines de la vie et que ça génère quelque chose un sentiment d'insécurité permanent, un stress permanent. Hop, j'aurais pu vous mettre ça. Voilà, donc anxiété, temporalité au futur, c'est l'anticipation. Et donc, c'est une peur diffuse et un stress qui devient permanent. On passe à l'angoisse. L'angoisse, c'est différent. On est plutôt sur une temporalité au passé. L'angoisse, on parle de stress post-traumatique, par exemple. L'angoisse, elle est généralement liée à quelque chose qui a été vécu comme traumatisant dans le passé. On a vécu quelque chose, OK, pour le moment, on pourrait en rester là. Sauf que la personne continue sa vie tranquillement, normalement, et après plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années, quand il y a un stimuli qui rappelle l'événement passé, le corps déclenche une crise d'angoisse avec une sensation qui est très soudaine, très forte, d'une espèce de désarroi sans fin. Et donc, je vous dis, ça donne lieu à des crises. Et là, il y a plus rien de rationnel.
On ne comprend plus parce que c'est lié à quelque chose de passé, on a oublié, mis sous le tapis, peu importe. Et là, le corps, d'un coup, revient, enfin, cet événement revient à la surface avec une force incroyable et donc ça donne lieu à ce qu'on appelle des crises d'angoisse. Ce qui va caractériser une crise d'angoisse par rapport à l'anxiété et au stress, c'est qu'il y a un sentiment d'oppression ou de constriction. Ça, quand on ressent ça, c'est qu'en général, on fait une crise d'angoisse. Et alors là, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus rien de rationnel. Quelqu'un va essayer de vous calmer, de vous détendre, etc. Non, ça part un peu, ça part en vrille, on va dire. Voilà. La chose éventuellement à laquelle on peut penser, si on fait une crise d'angoisse ou si on observe quelqu'un en faire, c'est de lui dire de penser à souffler, surtout pas à respirer. Souffler, parce que quand on pense à respirer, on peut rentrer en hyperventilation. Et quand on respire, en général, on oublie de souffler. Donc, il faut penser à souffler. Et quand la personne commence à se calmer, vous pouvez lui dire, essaye de souffler comme dans une paille. Pas qu'elle va faire au début, mais de plus en plus petit. Voilà. C'est une technique, et il n'y en a pas beaucoup, pour gérer les crises d'angoisse. Lucas, je vais demander ta participation. Est-ce que par chat, c'est à peu près OK pour tout le monde? Le stress, l'anxiété, l'angoisse, je n'ai pas accès au chat. Alors, pour l'instant, il n'y a pas enfin, il n'y a pas de message, mais Donc, peut-être on avance. les gens peuvent dire OK, OK par chat si ça va, ou OK, si jamais vous il y me a des questions. suivez. OK, Ouais. voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? J'aurais peut-être pu vous demander avant. Est-ce que, voilà, s'il y a des... C'est OK, 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 parfait, OK, oui. OK, OK, donc on avance. C'est parfait. Très bien. Si je parle trop vite, pas assez fort ou autre, vous me le dites. Et on est impeccable. Donc, nous allons passer au fonctionnement physiologique. Alors, le fonctionnement physiologique. Déjà, il faut savoir que nous ne sommes pas tous égaux face au stress, à l'anxiété ou à l'angoisse. C'est comme ça. Ça peut être lié à la génétique, ça peut être lié à l'éducation, ça peut être lié à la personnalité, peu importe. On n'est pas tous égaux face au stress. C'est une réalité. Il faut en être conscient et il faut l'accepter. Une personne pourrait être stressée en prenant la parole en public et hyper à l'aise sur un rendez-vous galant et vice-versa. Un autre pourrait être extrêmement à l'aise en prenant la parole en public et perdre tous ses moyens sur un rendez-vous galant. Donc, en plus, ça se porte à différents niveaux. C'est comme ça, il faut l'accepter. Quelques chiffres quand même. Il y a assez peu d'études récentes, enfin, j'ai trouvé assez peu d'études récentes au niveau du stress. Toujours est-il qu'en 2010, il y avait 65% des Français qui se disaient stressés entre de temps en temps et en permanence. Donc, 65% des Français entre de temps en temps et en permanence. La dernière étude que j'ai trouvée, c'est en 2019, où là, on est à 90% des Français qui se disent stressés entre de temps en temps et en permanence. Et on a quand même 20% qui se disent stressés en permanence. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait vraiment beaucoup de monde. Ça faisait à peu près 10 millions de personnes. Et on en a 50% qui se qui se sentent entre régulièrement et en permanence stressés. Donc, le stress, on le voit bien, a augmenté. Nos vies n'aident pas. Et c'est pour ça qu'on va essayer de trouver des techniques ensemble. Avant de trouver les techniques, on reste encore un petit peu dans la théorie. On va parler des 3 niveaux de stress que vous voyez à l'écran. L'alarme, la résistance et l'épuisement. L'inventeur de ce concept, c'est Monsieur Hans Selye. Je ne sais plus si je l'ai mis. Attendez, je décale un peu ça. Non. C'est Monsieur Hans Selye qui a inventé ce concept en 1935. C'est un médecin québécois. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe sur la phase d'alarme? Vous vous rappelez tout à l'heure, on parlait du stress. Là, on va un peu plus s'orienter sur le stress, hein, d'accord, que sur l'anxiété et l'angoisse. Rappelez-vous, on avait quatre stimuli. Donc, quand on rencontre un de ces stimuli, il y a une réaction immédiate du corps. C'est donc ce qu'on va appeler le bon stress, c'est donc le stress naturel. L'organisme va déclencher de l'adrénaline. Alors, l'adrénaline, c'est de la diffusion de glucose dans le sang et dans les organes. Il va augmenter la pression, ça va augmenter la pression artérielle. Notre rythme cardiaque va s'accélérer. Notre respiration va s'accélérer. On va avoir une contraction des muscles, une dilatation des pupilles.
quand les hormones sont un petit peu trop fortes, on peut avoir des palpitations ou un étourdissement. Voilà. Donc ça, c'est la phase d'alarme. Le corps, face à un stimuli, va poum, envoyer euh, différentes hormones. Et il y en avait d'autres. Je me demande où je les ai mises. Je vais les retrouver. Je pense que je les ai mises sur une autre slide. C'est pas grave, on verra tout à l'heure. Donc, voilà, ce déclenchement d'hormones, il a pour but de préparer l'organisme à réagir. Ça, c'est la phase d'alarme. C'est quelque chose de naturel et de plutôt sympa. Ça vous évite de tomber quand vous glissez sur le trottoir. Ça vous permet de rattraper un verre qui tombe. C'est ce genre de choses plutôt agréables. Quand ça dure dans le temps, qu'est-ce qui se passe? Quand le stress commence à durer, pour tenir, le corps va sécréter d'autres hormones. Là, c'est piégeant. Pourquoi c'est piégeant? Parce que, alors non, je vais commencer par autre chose. La phase de résistance, pour certains, ça va être je fais le dos rond pour tenir. Pour certains, ça va être je serre les dents. On retrouve ce genre de petites phrases, de petites choses comme ça. C'est ça. Donc, je serre les dents, je fais le dos rond, je tiens. J'essaye de tenir. Qu'est-ce que fait le corps? Il va déclencher du cortisol, enfin, il va sécréter du cortisol. Donc, ça, c'est pour augmenter le taux de sucre. Encore une fois, hein, pour augmenter le taux de sucre, pour que les muscles, le cœur, le cerveau tiennent. Il va sécréter des endorphines. Donc, ça, c'est les hormones du bien-être. Et il va sécréter de la dopamine. La dopamine, ça joue sur la motivation, la concentration et la productivité. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est piégeant quand on rentre dans la phase de résistance parce que du coup, avec toutes ces sécrétions d'hormones, on se sent très bien. Et on a l'impression qu'on le gère parfaitement, le stress. En fait, non, on ne le gère pas. Donc, c'est le calme avant la tempête. Et c'est intéressant de le savoir parce que notre corps déclenche des éléments pour nous permettre de tenir. Mais attention, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Sinon, on rentre dans la phase d'épuisement. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment être à l'écoute de notre corps. Et faire la différence entre oui, je gère vraiment ou alors non, j'arrive à tenir parce que mon corps fait ce qu'il faut pour. On le verra dans. Oups, je fais quelque chose qui fait avec la souris. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ça, on le verra après. Oui, non, je vais quand même en parler. À ce moment-là, votre corps, il est plutôt sympa parce qu'il va déclencher un certain nombre d'hormones pour vous aider à tenir, mais en même temps, il va vous envoyer des messages, des maux de tête, une fatigue, de l'irritabilité qui ne vous ressemble pas. Vous commencez quand même à avoir des troubles de la concentration, des troubles digestifs. Ça, c'est des signaux que votre corps vous envoie pour vous dire, attends, je fais ce qu'il faut pour réguler, mais sois quand même conscient qu'il y a des choses qui ne vont pas. Voilà. Et quand on n'entend pas, on rentre dans la phase d'épuisement. Voilà, c'est-à-dire que ça dure encore dans le temps, sauf qu'à un moment donné, eh ben, notre organisme, il est débordé. Il n'arrive plus à sécréter les hormones qui vont bien pour nous faire tenir, parce qu'on en a trop, parce que pour les réguler, ça devient impossible. Donc voilà, ce qui a marqué autorégulation hormonale inefficace. Et là, le corps, il ne peut que pour se faire entendre, nous envoyer des nombreux mots physiques, hein, du coup. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a comme symptômes physiques, on a des troubles du sommeil. Plus important, on n'est plus dans la phase de résistance, hein, on est dans la phase d'épuisement, donc on a des troubles du sommeil importants avec les insomnies, des réveils nocturnes fréquents, une difficulté à s'endormir. On a des problèmes d'appétit, de digestion, les maux de tête qui reviennent plus intensément, une fatigue plus extrême. On peut avoir des douleurs musculaires ou articulaires. On peut avoir une transpiration excessive. Alors, je vous dis ça un petit peu en vrac, hein, mais des bouffées de chaleur, des tremblements. On est souvent plus sensible aux maladies, aux infections. Et puis, il peut aussi y avoir des choses au niveau de la peau, parce que votre corps, il vous dit, OK, tu ne m'entends pas, alors je vais faire des choses pour que les autres le voient et puissent tirer le signal d'alarme. Donc, les maladies comme l'eczéma ou ce genre de choses, ça peut vouloir dire que vous êtes en phase d'épuisement et que votre corps n'a pas trouvé un autre moyen que de vous le faire comprendre que de vous déclencher de l'eczéma et
des choses qui se voient physiquement. On peut avoir aussi des symptômes émotionnels donc, quand on est dans cette phase. Donc, émotionnel, c'est nervosité, irritabilité, colère, agressivité. Voilà, toutes ces émotions qui sont accrues. Des troubles de la mémoire, de la concentration. On peut avoir aussi des pensées qui sont très organisées, très rapides, l'impression d'avoir un petit vélo dans la tête qui ne veut jamais s'arrêter. Ça aussi, ça peut être des signes qu'on est dans la phase d'épuisement. À ce moment-là, on peut aussi avoir une diminution de l'estime de soi-même. On peut à terme aller vers la dépression ou le burn-out. L'épuisement, ça amène vraiment à ça. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas tous égaux. Pour certains, ces 3 phases, ils peuvent les connaître en quelques semaines et pour d'autres, ça peut durer des années. La phase de résistance, la phase d'épuisement, en fonction de qui on est et comment on arrive à réguler quand même, ça peut durer des années. Ça fait des dégâts. Est-ce que c'est OK pour cette phase-là? J'attends les OK. On revient sur ça. Ah oui, non, après, il y avait, pardon, j'ai oublié juste les symptômes comportementaux. Dans la phase d'épuisement, plus de café, plus de tabac, plus d'alcool, parfois des stupéfiants, comportement alimentaire déséquilibré, les chips et la glace, c'est sympa. L'isolement, la perte de libido, voilà, ça aussi, c'est des symptômes qu'il faut connaître et qu'il faut prendre en compte et qui sont assez significatifs. Lucas, on est bon ou il y a des retours et je reviens sur quelque chose? Toujours OK. Toujours On très est OK, bien. merci Pas de beaucoup. question. Tac. Alors ça, c'est ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure. Donc, la phase d'alarme avec l'état d'hypervigilance, plutôt sympa. La phase de résistance avec des troubles qui arrivent mais qui sont encore légers. Et la phase d'épuisement. Au secours, j'en peux plus. Le corps lâche et ça peut amener à donc, dépression, burn-out, des comportements addictifs plus. Voilà, je crois que nous sommes parfaitement dans les temps. Il est 11h30, c'est impeccable. Nous allons passer aux techniques et aux astuces pour gérer le stress. On a décidé de vous en présenter plusieurs. En fonction de qui vous êtes, de votre histoire, vous allez être sensible à certains et pas du tout à d'autres. Et c'est OK. Alors, hop, ça, on est bon. Là, je prends mes petites anti-sèches. Désolée. Hop, hop, hop. Ce qu'il faut, l'idée du stress pour le gérer, il y a 2 choses à éviter. Un pic de stress important, ça va. Le corps, il sait le gérer. Vous l'avez compris. Alarme, régulation, il arrive à le gérer. Par contre, c'est quand ça dure sur le temps. Donc, quand ça dure au niveau horizontal. Donc, le vertical, ça va. En même temps, si on a des gros pics de stress 3 fois par jour, non, ça, il peut le gérer. C'est vraiment sur l'horizontal que ça va. Un petit stress régulier, ça va être compliqué pour le corps à gérer. Un gros stress de temps en temps, ça, il peut l'absorber. Donc, on évite de le faire durer. Et on pense à la phase d'alarme où le corps déclenche un certain nombre d'hormones et nous fait croire qu'on arrive à gérer. Attention, c'est un piège. Hop, 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 on y va. La première dont on va vous parler. Alors, celle-là, j'aurais aimé y passer du temps, mais on va aller vite. Le concept des drivers, c'est un concept qui est hyper intéressant. C'est une clé vraiment très importante dans le développement de soi. Je ne peux pas vous faire tout le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais la clé, en fait, c'est se donner des autorisations. Et ça a un vrai impact positif au niveau de la gestion du stress. Je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous demander de vous mettre à vos claviers pour en trouver d'autres. En fonction de qui vous êtes et en fonction des personnes que vous connaissez, quel type d'autorisation vous pourriez vous donner pour vous détendre un peu, faire baisser la pression. Alors, je vous donne par exemple, les autorisations, ça démarre souvent par j'ai le droit de ou je m'autorise à. C'est sympa pour démarrer la phrase des autorisations. Donc, ça peut être, par exemple, j'ai le droit de déléguer. J'ai le droit de dire non. J'ai le droit ou je m'autorise à me faire plaisir. J'ai le droit de demander de l'aide. Je m'autorise à faire des pauses. Je m'autorise à... Ou alors, j'ai le droit d'aller vers les choses plus simples. Je m'autorise à faire des erreurs.
Ce genre d'autorisation, alors je suis sûre que pour certains d'entre vous, certaines autorisations, elles sont passées comme ça, et d'autres, ça a dû leur faire tilt. Donc, je vous invite à creuser un petit peu et à m'envoyer via le chat d'autres idées d'autorisation. Allez, je m'autorise à, j'ai le droit de. Qu'est-ce que vous pourriez faire ou par rapport à votre entourage? Quelles idées ça pourrait vous inspirer? Tu veux que je Qu'est-ce qu'on a, Lucas? te dise un peu? Alors, je m'autorise à prendre du temps pour moi, Oui, exactement. prendre du temps de réflexion, ce qui est un peu similaire. Je Allez-y, m'autorise n'hésitez pas. je m'autorise à pleurer. Oui, tout à fait. Euh, voilà, je pense que c'est en train de D'écrire. faire. Je vous laisse écrire, continuer. L'idée, c'est qu'au début, vous l'autorisez, c'est juste oral, hein, parce que votre cerveau va bloquer, il faut le savoir. Il rentre dans un mécanisme de protection et non, il ne va pas vous y autoriser si facilement, en tout cas. Sauf qu'à force de vous le dire, en fait, ça fonctionne avec le temps, cette histoire d'autorisation. Donc, au début, votre cerveau va bloquer, vous dire n'importe quoi, mais petit à petit, ça va rentrer. Et petit à petit, vous allez réellement vous autoriser dans la vie réelle à le faire. Apprendre à dire non, s'autoriser à pleurer, même si ça peut vous paraître impensable ou vraiment difficile, et en vous Il y en a l'autorisant d'autres, hein, à il y en a parvenir. Allez, quelques vas-y, autres. Lucas, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai le droit de relâcher la pression, Ouais. m'autoriser à partager mon ressenti, Oui, m'exprimer sur mes opinions, oui, pas être tout le temps au top, pas être au top tout le temps, pardon. tout à fait. On a encore prendre du temps pour moi. Ouais, exactement. S'autoriser tout ça, c'est vraiment important. Et faites-le, comme je vous l'ai dit, je me répète et après on passe à autre chose. Au début, votre cerveau va bloquer, il va refuser. C'est un mécanisme de protection normal. Mais continuez à vous l'autoriser. Petit à petit, ça va rentrer, infuser, diffuser et ça va fonctionner. Donc ça, c'était les drivers. Ensuite, oui, bah celui-là, je peux pas on va passer très vite, hein, mais c'est évident. Une vie saine, ça aide à gérer le stress. L'activité physique et sportive, on sait tout ce que ça aide, donc je ne rentre pas dans les détails. Une alimentation saine, bien entendu, ça aide. Hop, attendez, je vais enlever ça. Et mes anti-sèches. Hop, une alimentation saine, une vie saine, de l'activité physique, un repos déduit de qualité. Bon, c'est du basique, mais je ne pouvais pas m'empêcher de le dire. Ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un concept qui est hyper intéressant pour se libérer et justement pour faire redescendre la pression. Dans toute situation problématique, il est intéressant de se poser un peu et de regarder ce qui nous appartient, c'est-à-dire ce sur quoi j'ai un impact, ce sur quoi je peux jouer, ce sur quoi je peux faire quelque chose, et à côté ce qui ne m'appartient pas. Ça ne dépend pas de moi. Et quand on arrive comme ça à faire la part des choses, et bien la part qui ne dépend pas de moi, je la laisse de côté. Et ça libère énormément. Et ça nous permet de nous concentrer sur ce sur quoi nous pouvons réellement intervenir, bien que ce ne soit pas forcément simple. Si on doit aller discuter avec quelqu'un, ce qui nous appartient, c'est est-ce que je décide d'aller lui parler ou pas? Si j'y vais, quelle est mon intention? Qu'est-ce que j'ai envie de lui faire passer comme message? Comment je vais lui faire passer le message? Franco, en douceur, en rondeur, peu importe, en fonction de qui je suis et de ce que je choisis. Ça m'appartient. Ce qui ne m'appartient pas, c'est quoi? C'est la réaction de l'autre. Donc, ça ne sert à rien de me dire, OK, ça se trouve, il va réagir comme ça se trouve, ça va, nanas. Non, ça ne nous appartient pas. Donc, on le laisse de côté. Et ça marche, là, ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas, ça fonctionne à chaque fois qu'on est dans une situation problématique. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'aller le creuser. Voilà. Vous avez dit, hein, on va vous envoyer plein d'idées, mais on ne va pas trop les creuser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Décomposer, planifier. Il y a la to-do list, hein, bien entendu. Décomposer, planifier, ça va rejoindre, il y en a un peu après, c'est peut-être ici ou maintenant qui revient juste après. Voilà, un temps pour chaque chose. Ça va ensemble, donc je le fais en même temps. Décomposer, planifier, pourquoi? Parce que bien souvent,
Le stress vient nous envahir quand on est face à quelque chose qui nous paraît énorme. Et bien souvent, on est face à des situations qui sont énormes. Sauf que ces situations, on peut les décomposer en fait. Et à partir du moment où on les décompose, on peut mieux les planifier. C'est beaucoup plus simple de faire pas en pas que d'aller monter l'Everest d'un coup. L'idée, elle est là. Donc, quand on peut, et la plupart du temps on peut, on décompose pour pouvoir planifier différemment. Ça permet de faire relâcher la pression. Pour les personnes qui auraient envie, j'ai le temps, il y a un petit truc qui est sympa que j'aime bien, en tout cas moi, donc je vous partage. Vous prenez une feuille, vous la coupez en 4. En haut à gauche, alors par rapport à vous, je ne sais pas, mais enfin, en haut à gauche, vous marquez, en haut, vous marquez urgent, pas urgent. Et sur le côté, important, pas important. Donc, ça fait 4 cases avec une urgent, important, et de l'autre côté, un pas urgent, pas important. Et je trouve ça plutôt sympa pour, quand on est en phase de stress, pouvoir organiser un petit peu sa to-do list et détendre. Et pareil, une fois qu'on le met sur un papier, on se libère l'esprit et c'est plutôt sympa. Ça vaut le coup d'essayer. Il y a une autre technique, c'est que dans votre to-do list, qu'elle soit organisée ou pas, on propose de tout ce qui prend moins de 2 minutes, de le faire tout de suite. Comme ça, la to-do list, il y a plein de choses qu'on raye, ça fait du bien. Voilà, c'est des petites idées comme ça. Donc, décomposer, planifier. Cette idée, c'est ça. Après, il y avait le un temps pour chaque chose. C'est un petit peu différent. Le un temps pour chaque chose, c'est que quand on est dans une situation de stress, quand on commence à être stressé, les pensées viennent s'accumuler, se croiser, s'entrecroiser, s'emmêler. Et du coup, on n'arrive plus à profiter du temps présent. Et un temps pour chaque chose, ça peut être sympa de se dire, OK, là, pendant 10 minutes, bah, je suis en train de déjeuner avec mes enfants, ma famille, mon conjoint, seul, peu importe. Mais pendant 10 minutes, là, je me pose et juste, je mange et je profite. Ou alors, OK, là, ça va pas. Je m'autorise 15 minutes à aller m'aérer, me faire un tour dehors parce que j'en ai besoin. Et pendant ce tour dehors, s'obliger à laisser les pensées, OK, vous êtes là, mais j'ai pas envie de vous écouter. Là, je suis juste dehors et je profite. Il fait beau, c'est le cas pour le moment, un peu. Il fait beau, il fait bon, et juste j'ai envie de, voilà, de lever la tête, de marcher sereinement, de regarder les arbres, si vous êtes sensible à la nature, ou de faire autre chose, peu importe. Mais voilà, l'idée, c'est un temps pour chaque chose, c'est de retrouver le plaisir de se centrer sur une chose à la fois. On ne peut pas le faire toute la journée, on est d'accord, mais il y a bien un moment dans la journée où on peut se libérer ce temps. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, et puis ça fait vachement redescendre le stress. Allez, on continue. Respirer, oui, alors respirer la sophrologie. Typiquement, là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais les personnes qui peuvent être sensibles à ça, la sophrologie, pardon, c'est hyper intéressant. Je ne suis pas sophrologue. Personnellement, je ne suis pas hypersensible, donc je ne suis pas allée creuser. Mais il y a des techniques de respiration qui sont réellement efficaces pour faire baisser le stress. Donc, si ça vous tente, allez vous renseigner. Il y a plein de choses, même sur Internet ou autre, où vous prenez 2-3 cours avec un sophrologue et il peut vous donner des techniques hyper intéressantes. Voilà, donc la respiration, ça a un vrai impact positif sur le stress. La visualisation positive. Alors ça, c'est ce qu'on va appeler l'ancrage. C'est pareil, il aurait été intéressant de passer du temps dessus, mais je vais juste vous en parler rapidement pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, mettre en place tout seul. C'est issu de la programmation neurolinguistique, c'est un courant psychologique. En gros, l'ancrage ou la visualisation positive, c'est programmer notre cerveau pour qu'il ait une réaction physiologique particulière. Pour partager, moi j'ai 3 ancrages. C'est un peu compliqué d'en avoir plus, sachez-le. Et quand on met un ancrage, c'est 1, et si on a besoin d'en mettre un autre en place, on attend au moins 1 an. Donc, si vous mettez un ancrage en place, moi j'en ai un pour justement me déstresser, parce que ça m'arrive comme tout le monde d'avoir des pics de stress. Donc, j'en ai un pour me déstresser, relâcher la pression. Au contraire, j'en ai un pour m'énergiser un petit peu, on va dire. Et puis, j'en ai un troisième pour me recentrer, parce que dans mon métier,
Il peut arriver qu'en rendez-vous, on ait l'esprit qui parte. Oups, et ben là, j'ai un troisième ancrage pour recentrer immédiatement. L'intérêt de ça prend un petit peu de temps à mettre en place. Par contre, une fois que c'est mis en place, c'est immédiat. C'est-à-dire que associer une image mentale, une couleur, un geste, ce que vous voulez, à un état que vous souhaitez atteindre. Le travail d'association est un peu long à faire, mais quand il est fait, typiquement moi, j'ai une image mentale. Alors, il ne faut pas que ce soit quelque chose d'imaginé, il faut que ce soit quelque chose de vécu. Donc, par exemple, si vous voulez travailler sur un ancrage pour vous déstresser, il faut que vous repensiez, il faut que vous isoliez un moment de votre vie où vous avez été particulièrement détendu, zen, en sécurité. Il faut que vous l'ayez déjà vécu. Parfois, certaines personnes me disent, moi, ça, je le sens quand je suis dans mon lit sous ma couette. D'autres, ça peut être en plein milieu d'une forêt, sur une clairière. Ou alors, d'autres, je suis sur la plage seule. Voilà. En tout cas, il faut que vous réussissiez, ou dans les bras de quelqu'un. Il faut que vous trouviez un moment que vous avez déjà vécu, où vous avez ressenti cette zénitude, cet état de confiance, de sécurité absolue. Et une fois que vous l'avez, vous gardez cette image. Les premiers jours, vous allez vous obliger à vous remettre dans cet état-là. Ça va prendre 4-5 minutes, c'est long, je sais, mais ça vaut le coup de le faire. Donc, une fois par jour, vous faites cet exercice. Et avec cette image en tête, vous vous obligez à vous remettre dans cet état-là. Et vous verrez qu'au fur et à mesure des journées, vous allez pouvoir vous y mettre de plus en plus rapidement dans cet état-là. Et il y a un moment donné, c'est magique, je vous assure que c'est magique. Vous êtes dans un état de stress, vous n'êtes pas bien, poum, vous pensez à cette image, et bien votre corps il va immédiatement déclencher et sécréter des hormones pour vous faire revenir dans l'état apaisé, zénitude, serein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ancrage ou la visualisation positive. C'est hyper puissant. Ça prend un peu de temps à mettre en place, mais si ça tente certains, je vous invite vraiment à vous renseigner et à le travailler. En tout cas, moi, j'en suis ravie. On continue. Je suis bien dans le timing? Ouais. Les mots piégeants. Alors, ça peut être une alerte aussi. Où est-ce que je les ai mis, ceux-là? Les mots piégeants. On se rend compte que quand une personne est en état de stress, elle va plus facilement utiliser des mots comme toujours, jamais, tout le monde, personne, tout le temps. Donc ça peut être des indicateurs. Quand quelqu'un est en état de stress, plus facilement il va utiliser ces mots-là. Et dans les mots piégeants, on vous invite aussi à utiliser le je plus facilement que le tu. En communication, on dit que quand on a besoin de parler avec quelqu'un et que le tu, il tue, T-U-E. Alors que le je, il ouvre à quelque chose de plus authentique la plupart du temps. Voilà, donc les mots piégeants, c'est faites attention, utile. Quand vous êtes en état de stress, que vous vous en rendiez compte ou pas, revenez sur le je plutôt que sur le tu ou sur le on. Et faites attention à ces petits mots, toujours, jamais, machin. C'est des bons indicateurs. Voilà. Revenez sur des choses un petit peu concrètes et peut-être un petit peu plus réalistes. Pas le mot, mais bon, sur du concret en tout cas. Hop. On avait aussi l'idée des mots négatifs. Oui, parce qu'on se rend compte, que dans notre communication, on a tendance à utiliser facilement la négation. Et quand on est en état de stress, encore plus souvent. Je vais vous donner un exemple, ça va vous parler, puisque comme ça ne parle pas beaucoup. Je vais vous lire quelques phrases, vous allez me dire vous allez ressentir quelque chose. Et après, je vais vous lire le même texte un peu autrement, et vous allez certainement ressentir d'autres choses. Allez, on y va. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce que vous ressentez à la lecture de ce premier message. Bonjour, mesdames et messieurs, ici le commandant de bord. Bienvenue à bord. Maintenant que nous avons atteint notre rythme de croisière, je peux vous annoncer que les prévisions météo ne sont pas mauvaises, de sorte qu'il ne devrait y avoir aucune secousse et que si tout se passe normalement, nous ne devrions pas arriver en retard à Londres. Ça, c'était le message 1. Message 2. Bonjour mesdames et messieurs, ici le commandant de bord, bienvenue à bord. Notre rythme de croisière est à présent atteint et j'ai le plaisir de vous annoncer que les prévisions météo sont bonnes et que nous devrions arriver à l'heure à Londres. Je vous invite juste
Normalement, vous avez ressenti des choses différentes à la lecture des 2 messages. Vous pouvez le mettre en chat. Je vous dis ça parce que quand on rentre en état de stress, on a donc plus souvent on va plus souvent utiliser des mots piégeants ou des mots négatifs. Dans le premier message, il y avait « Les prévisions météo ne sont pas mauvaises ». Dans le deuxième, il y avait « Les prévisions météo sont bonnes ». Et bien franchement, ça fait la différence dans le cerveau quand on l'entend. Dans le premier message, il y avait « Aucune secousse ». Il ne devrait y avoir aucune secousse, mais on entend secousse. Si tout se passe normalement, on ne devrait pas arriver en retard à Londres. Donc voilà, il y a tous ces mots qui viennent nous donner le doute, normalement. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais normalement, c'est comme ça qu'on le vit. Alors que de l'autre côté, les prévisions météo sont bonnes, on arrivera à l'heure. C'est des mots positifs et ça ne déclenche pas la même chose dans notre cerveau. Vous l'avez senti la différence ou pas? Et après, je passe à autre chose. C'est juste pour vous y sensibiliser. Oui, en tout cas, il y a des messages qui disent que le premier message était moins rassurant. Voilà, Le bon était exactement. positif et rassurant. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a un impact sur le cerveau et comment on arrive à attraper les éléments. Donc, c'est pas simple, mais s'exprimer en positif, c'est-à-dire en évitant les négations. Bah, les prévisions météo ne sont pas mauvaises, bah, elles sont bonnes. L'entreprise n'est pas loin, bah, elle est prête. Voilà. C'est un petit truc au niveau du cerveau, mais c'est sympa. Et ça aide à gérer le stress, vraiment. Allez, on avance. Bon, je ne vais pas rester longtemps dessus, mais de l'indulgence envers soi-même, ça c'est sympa et ça fait mal à personne. Donc oui, je suis en état de stress, bah, je le reconnais et j'arrête de tout mettre sous le tapis parce que ça empire après. Donc, faisons preuve d'indulgence, mettons des mots sur les choses que nous vivons et bien souvent, c'est aidant. Alors, la gestion du téléphone et les mangeurs de temps, je vais les mettre ensemble aussi. Aucun jugement, simplement que chaque personne soit en capacité d'être conscient du temps qu'il passe sur son téléphone et en même temps du bien que ça lui fait. C'est un cercle vicieux quand même. Hein. Ça fait du bien parce que ça permet de déconnecter plein de choses et en même temps, c'est ce qu'on va appeler des mangeurs de temps. Donc, choisissez, ok, je passe 1 heure, 2 heures, 4 heures, 6 heures sur mon téléphone par jour et c'est ok pour moi. Ou alors, ah ouais, en fait, je ne me rendais pas compte que je passais autant de temps. C'est pas vraiment ok pour moi, je pourrais peut-être en faire autre chose. Donc, aucun jugement, juste prenez-en conscience. C'est tout. La gestion du téléphone, c'est aussi que la gestion du téléphone, des mails, etc., tout ça, c'est quand même hyper polluant, on le sait, on ne va pas rentrer dans les détails, mais s'autoriser à mettre son téléphone en mode silence de temps en temps parce qu'on doit travailler sur un truc hyper important et que pendant 1 heure, à la fin du monde, des fois c'est possible, des fois ça l'est pas, je l'entends. Mais, ok, là, j'ai besoin de me concentrer. Poum, mon téléphone, je le mets en mode silence. Et comme ça, je peux vraiment laisser mon cerveau se concentrer sans être dérangé. Donc voilà, la gestion du téléphone, ça peut être sympa et être conscient de ces mangeurs de temps qui ne sont pas que liés au téléphone d'ailleurs. Hein. Je vous invite à en prendre conscience. Si c'est OK pour vous, vous continuez. Et si vous vous rendez compte que vous pouvez gérer peut-être un petit peu différemment, je vous invite à le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les objets anti-stress. Alors ça marche bien, notamment pour les personnes TDAH, hein, s'il y en a. Les petites balles anti-stress ou autres, ça fonctionne très bien. Alors, pas que pour les personnes TDAH, mais particulièrement pour elles. Les TDAH, c'est les troubles de l'attention et de la concentration. En fait, ça permet à votre cerveau inconsciemment de se concentrer sur un truc qui n'est pas important, hein, la balle anti-stress, je clique. Mais en même temps, d'être, comment dire, il va quand même se centrer sur quelque chose. Ce sera plus facile après de le centrer sur autre chose. Voilà. Plutôt que de le laisser partir dans tous les sens. Donc, tout ce qui est balle anti-stress, fidget, etc., ça peut être sympa. Encore une fois, certains ils seront sensibles et d'autres moins. Mais je vous invite à essayer pour ceux et celles que ça tente. Les points d'acupression, alors il y en a plusieurs. Il y en a un que j'aime bien. Je ne sais pas, là, c'est ma main droite. Je vais me mettre dans votre sens peut-être. Vous prenez votre main droite et avec la gauche,
Vous prenez votre index et votre pouce. J'espère que vous voyez bien. Là, en fait, vous avez de la peau. Donc ça, vous laissez tranquille. Vous allez un petit peu plus loin, il y a de la chair. Vous la sentez? C'est pas la peau, c'est la chair. Et en fait, cette chair-là, eh ben, c'est un point d'acupression qui est assez surprenant. Je ne suis pas médecin chinois, donc je ne pourrais pas vous expliquer comment ça fonctionne. Mais quand vous le massez, alors il ne faut pas se faire mal, mais ce n'est pas non plus de la papouille. Donc, il faut le masser. Et bien, quand vous le massez, au bout de 2 minutes, 3 minutes max, et ben, il y a un truc qui se passe au niveau du corps et le cerveau va déclencher une hormone de on se détend. C'est comme ça. Je ne peux pas vous dire comment ça fonctionne, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais ça fonctionne. Donc ça, c'est un point d'acupression qui est hyper efficace. Et en plus, c'est discret. Il y en a d'autres, mais je ne les ai pas retenus parce que c'était moins discret. Donc celui-là, voilà, vous prenez et vous massez tranquillement. Et bien au bout de 2-3 minutes, ça détend. Bon, voilà, à garder en tête. Je regarde l'heure, excusez-moi, on est bon. Le lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, je vais y passer 1 ou 2 minutes quand même. Hop, ça, c'est bon. Le lâcher-prise, oui, je voulais passer 2-3 minutes dessus parce que, en fait, le lâcher-prise, ça veut tout et rien dire. Et c'est presque un gros mot aujourd'hui parce qu'on entend à toutes les sauces et qu'au final, je ne sais pas vous, mais il y a beaucoup de personnes qui, quand on parle de lâcher-prise, c'est très flou, c'est un concept, mais on ne sait pas trop mettre quoi derrière. Donc, je voulais revenir un petit peu dessus parce qu'en fait, c'est hyper intéressant. Le lâcher-prise, donc, c'est un mot magique, c'est un gros mot, on ne sait pas trop au final. Hein. On l'entend à toutes les sauces. En fait, le lâcher-prise, c'est une démarche, c'est une philosophie de vie. Le lâcher-prise, c'est quelque chose qui va nous amener en totale contradiction avec les impératifs de notre société. C'est-à-dire que dans notre société, on va nous dire qu'il faut être fort, qu'il faut être costaud, qu'il faut tenir, qu'il faut contrôler, qu'il faut machin, qu'il faut truc. OK. C'est des injonctions quand même assez fortes. Et quand on regarde dans le dico, ou quand on regarde les premières notions de lâcher prise, qu'est-ce qu'on voit? On voit céder, abdiquer, s'incliner, se soumettre. OK, donc en totale opposition avec ce que la société nous dit de faire. Et en même temps, ça n'a rien à voir vraiment avec le lâcher prise tel qu'on va en parler aujourd'hui. Donc, c'est des notions qui sont très contradictoires avec les impératifs de notre société, mais moi, je ne vais pas vous amener là-dessus. Parce qu'en fait, le lâcher prise, je vous disais que c'était une philosophie de vie. Je vais vous raconter une petite histoire, l'histoire d'un petit singe, d'une petite courge et d'une orange. Je l'aime bien parce que je la trouve super... je ne trouve pas le mot, mais vous comprendrez. Alors, l'histoire du petit singe, en fait, c'est quelqu'un qui a pris une courge un peu longue. Il a coupé le début, il l'a évidé. Vous savez, les courges, ça a une forme comme ça. Hein. Poum, on coupe, on évide. Il a mis une orange dedans. Et puis, il y a un petit singe qui est arrivé. Donc, la personne s'est cachée, c'était pour attraper le singe. Le petit singe arrive, il met la main dans la courge pour aller attraper l'orange. Sauf qu'avec l'orange, il ne peut plus ressortir sa main. Parce qu'avec la forme de la courge, il peut sortir que la main, mais il ne peut pas sortir la main avec l'orange. Et là, le concept de lâcher prise, moi, je trouve qu'il prend tout son sens. Il lâche pas prise, il est piégé, il se fait attraper. Il lâche prise, il lâche cette orange. Ok, ça lui coûte, hein, parce que l'orange, elle a l'air bonne quand même. Mais il lâche l'orange, il se libère et il continue sa vie. Je l'aime bien cette histoire. Je ne sais pas si elle vous évoque des choses, si elle vous fait comprendre un peu mieux la notion de lâcher prise. Et moi, je l'aime bien cette histoire. Donc l'idée, c'est que on va pas lâcher une orange, hein, ce serait simple. Hein. Mais l'idée de lâcher prise, c'est être flexible, accepter les deuils, accepter les changements. Qu'est-ce qu'on va lâcher, nous, pour retrouver de la liberté, de la sérénité et pour aller mieux gérer notre stress? Eh ben, on va se libérer d'une situation qui est toxique. On peut se libérer d'une personne. On peut se libérer d'une idée. On peut se libérer d'une position ou des choses auxquelles on s'accroche. C'est dur, hein? Lâcher l'orange, on n'a pas envie, hein? Mais c'est quand on arrive à la lâcher qu'on retrouve une certaine liberté et sérénité. Voilà. Donc, ne plus tenir, ne plus retenir, mais lâcher. Accepter accepter le changement, en fait. Hein. Et l'accepter aussi pour les autres. Hein. Accepter que les autres soient des adultes et qu'ils gèrent leur propre vie.
C'est ça aussi le lâcher prise, hein. C'est vraiment pour ça que je vous dis, c'est une philosophie de vie, c'est vraiment une ouverture d'esprit qui est, c'est un travail sur soi, c'est un travail sur ses peurs, c'est un travail sur son vécu, c'est du lourd hein, quand même, le lâcher prise. C'est pas si simple que ça. Par contre, c'est vraiment très libérateur hein, et c'est un travail qu'il est intéressant de faire, peut-être s'accompagner que seul d'ailleurs. Voilà. Allez, on en a encore deux, trois. La petite phrase personnelle, moi je l'aime bien. Je vous invite à trouver la vôtre. Ça peut être le dernier signal quand on sent qu'on est vraiment qu'on est submergé et qu'on ne sait plus quoi faire. Vous savez, quand on est vraiment pas bien, et ben ça peut être la dernière alarme. Donc la petite phrase personnelle qu'on va se dire pour redescendre. Moi, la mienne, par exemple, ça me dérange pas de partager, c'est quand je suis dans des états comme ça, c'est ok, non mais je joue pas ma vie là. Et ben ça, parce que par rapport à mon histoire, parce que par rapport à tout ça, ça veut dire quelque chose pour moi. Eh ben, je peux vous assurer que ça me détend vachement d'un coup. Je joue pas ma vie. Donc je vous invite à trouver la vôtre. Et là, allez, 30 secondes. Allez-y, marquez sur le chat, parce qu'on terminera à l'heure, je vous rassure. Marquez des idées de petites phrases personnelles. Ça peut être stop, ça peut être tu vas trop loin, ça peut être redescends, ça, je ne sais pas. Trouvez vos phrases, quelque chose qui veut dire voilà, une phrase, un mot, un concept qui a du sens pour vous et vraiment qui vous aidera à redescendre. Allez-y, allez-y. Tu veux que je te dise que Ouais. j'ai Carpe Diem. Ouais. C'est pas important. Ok. Relax. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Point d'interrogation. Voilà, pour l'instant, on a ça. Ouais, ben, je vous invite à trouver votre petite phrase et ce sera votre phrase, votre bouée de sauvetage. On ne Allez, sauve pas des vies. nous ne. On ne sauve pas des vies. Ouais, voilà. Donc, je vous invite vraiment à trouver votre phrase. La méthode Coué, c'est sympa, ça fait du bien. Tous les matins, se dire dans la glace que ça va aller et qu'on va passer une belle journée et que tout va bien, je vais bien et machin. Bon, vous trouvez pareil votre petite phrase à vous, mais la méthode Coué, ça fait du mal à personne. Je pense que vous le connaissez, c'est l'idée de se dire quelque chose et de se répéter quelque chose et qu'on l'attire en fait. Voilà. Je vais bien, tout va bien, et ben à force de penser, en général, c'est le positif qui attire le positif. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups, pardon. Et en dernier lieu, consulter un professionnel, on n'est pas là pour rien non plus. Ça peut être sympa parce que là, je vous ai donné plein de techniques. On n'a pas creusé dedans. Et le professionnel peut vous accompagner à aller travailler votre stress qui peut, en fonction de votre vie, de trucs et de machins, venir de loin et donc travailler sur des choses passées ou autres, ça peut faire du bien. Et c'est vrai que travailler à deux avec un professionnel, c'est pas mal, ça va plus vite. Voilà, voilà. Et je crois que c'était la dernière. Oui. Alors, juste, on n'aura pas le temps et je veux vous libérer à l'heure. Donc, du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça, c'est les questions que je vous invite à vous poser. En étant honnête et authentique avec vous-même. Donc, quels sont vos stresseurs? L'injustice, le temps, le problème de communication, j'en sais rien, la violence, j'en sais rien, mais quels sont vos stresseurs? Quels sont vos signaux d'alerte? On en a vu plein tout à l'heure. Donc, soyez vigilants à vos signaux d'alerte pour les reconnaître. Éventuellement, dans quelle phase de stress vous êtes aujourd'hui? De quoi vous avez besoin pour travailler dessus? Et qu'est-ce que vous êtes fait? Est-ce que vous êtes prêt